Bien, bonjour à tous, il est 11 heures précises. Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire organisé en partenariat entre la Fédération nationale profession sport et loisirs, Quorum et le cabinet Ellipse Avocat. Bonjour à tous, je me présente Florent Doucet, avocat associé au sein du cabinet Ellipse Avocat spécialisé en droit du travail et en droit du sport. Et donc, j'ai le plaisir d'intervenir aujourd'hui pour eh bien, faire un point sur la situation eh bien, à laquelle votre association est confrontée, en particulier vis-à-vis de son personnel salarié, eh bien, pour faire un point global sur cette situation. Alors, quelques points de présentation. Vous êtes 500, à assister à ce webinaire. 500 tout rond, puisque malheureusement, on ne peut pas aller au-delà donc de ce chiffre. Donc, un certain nombre d'entre vous eh bien, ne peuvent pas y assister, en tout cas sur la séance d'aujourd'hui. Quelques règles très rapidement de fonctionnement sur le plan technique. Ce webinaire va durer environ 1 heure. Vous bénéficierez d'une assistance technique par Monsieur Thomas Delamotte, qui est donc de Quorum et qui pourra répondre, le cas échéant, à vos questions sur le plan strictement technique, c'est-à-dire si vous avez un problème de connexion, un problème de débit, un problème lié à la visualisation du webinaire. Alors, vous aurez également la possibilité de poser vos questions. Alors, vous imaginez bien que vous êtes 500, donc on ne pourra pas traiter toutes les questions, mais par contre, mon collaborateur que vous ne voyez pas à la caméra est en back-office, Adrien Simoneau. Il va donc recueillir vos questions, en faire un tri et on pourra donc passer un petit moment à répondre à certaines de ces questions, bien évidemment. Vous imaginez bien qu'on ne pourra pas répondre à toutes les questions, mais on en sélectionnera un certain nombre. Alors, l'objectif de ce webinaire, c'est effectivement de faire un point avec vous sur la situation actuelle, puisqu'on entend énormément d'informations, il y a énormément de textes qui sont sortis depuis la mi-mars, et c'est vrai qu'il nous a semblé important eh bien, aujourd'hui de faire un point pour que vous ayez tous une vision bien précise de la situation et peut-être eh bien, dissiper un certain nombre d'idées reçues ou de points sur lesquels vous vous posez eh bien, des questions. Alors, peut-être quelques propos introductifs pour bien situer le débat. Alors, euh, bien évidemment, ce qui vous rassemble tous aujourd'hui par le biais du réseau Profession Sport et Loisirs, c'est votre appartenance au réseau, au secteur du sport ou de l'animation ou des loisirs. Et vous le savez, eh bien, ce secteur a été très fortement impacté. Il a été dans les tout premiers, en fait, à être impacté par la crise sanitaire que nous vivons. Et il nous a semblé important eh bien de rappeler un petit peu toutes les mesures au-delà des effets d'annonce présidentiels ou gouvernementaux. Voici les mesures qui ont directement impacté donc votre secteur d'activité. Tout d'abord, eh bien, si on revient au 14 et 15 mars, eh bien, il y a eu un arrêté très important qui a impacté votre secteur et qui a obligé à fermer les ERP, donc les établissements recevant du public, des établissements de type X, c'est-à-dire des établissements couverts. Hein. Bon nombre d'associations sportives ou de loisirs ont des établissements de ce type et donc ont été contraints purement et simplement eh bien, de fermer leur site, et ce, dès le 14 mars. Il y a eu également dans ce même arrêté une interdiction des rassemblements de plus de 100 personnes. L'impact a été évident dans le secteur du sport et des loisirs, notamment par rapport aux compétitions sportives qui rassemblaient donc plus de 100 personnes. Il y a eu également très rapidement eh bien, différentes décisions prises par les fédérations sportives
d'annuler en conséquence les compétitions qui étaient prévues, voire même eh bien, de demander aux associations membres de la fédération de fermer purement et simplement leur club. Il y a eu également des déclarations fortes du ministère des Sports. Et il y a eu, si on s'intéresse ensuite sur le plan local, eh bien, ça et là, différents arrêtés de fermeture d'installations sportives couvertes et non couvertes, comme également des décisions de fermeture eh bien, de MJC ou d'autres établissements recevant du public, en fonction donc d'un arrêté municipal qui a pu être pris dans telle ou telle commune. Et puis, enfin, dernier point, je dirais, qui a directement rendu finalement impossible la pratique des activités sportives et de loisirs, eh bien, l'interdiction, vous le savez, puisque cela figure sur l'attestation que vous devez prendre lorsque vous sortez de votre domicile, l'interdiction de pratiquer le sport de manière autre qu'individuelle et dans un secteur limité à 1 km autour du domicile. Donc, bien évidemment, cette interdiction eh bien, empêche purement et simplement l'activité sportive dans le cadre d'un club affilié à une fédération. Alors, toujours dans le cadre de propos introductifs, les conséquences de toutes ces mesures, et je vous dis, il nous a semblé important de bien resituer les textes parce que trop souvent, on avait tendance à confondre effet d'annonce présidentielle et les textes en eux-mêmes. La notion de confinement, si vous voulez, en fait, n'existe pas à proprement parler, c'est la conséquence plutôt des arrêtés des différents textes que je viens de vous présenter. Alors, les conséquences de tout ça, bien évidemment, c'est qu'il y a eu un arrêt quasi total et immédiat des activités d'enseignement, d'encadrement, d'animation, d'entraînement au sein des associations sportives et de loisirs, et par là même aussi les activités liées aux compétitions sportives. Alors, est-ce que certaines activités d'enseignement pourraient perdurer? Généralement, la réponse est plutôt négative puisque ces activités eh bien, peuvent très difficilement être réalisées sous forme de télétravail. On a quand même quelques exemples, surtout sur le sport, on va dire, plus de haut niveau, de certains entraîneurs dont le poste de travail a été en partie maintenu parce qu'il était rendu nécessaire d'avoir un suivi auprès des sportifs dans le cadre d'un accompagnement qui pouvait se faire effectivement dans le cadre d'un accompagnement par télétravail. Mais ça, on est quand même à la marge et dans le cadre des associations, le télétravail est quand même très difficile à mettre en œuvre sur ce type d'activité. Sur les autres activités, c'est-à-dire les activités liées à l'accueil, au service administratif, à la comptabilité, bon, bien évidemment, il y a eu une très très forte diminution, voire un arrêt de ces activités. L'accueil, bien évidemment, il a été stoppé puisque la fermeture des ERP ne permettait plus l'accueil. En ce qui concerne en revanche le travail administratif et de comptabilité, bien évidemment, il a été impacté, c'est une évidence, mais eh bien, dans certaines associations, on peut observer que du télétravail a été mis en place et que cette activité peut perdurer. Donc par rapport à tout cela, par rapport à ce contexte réglementaire et par rapport donc, aux conséquences que cela a sur vos activités, eh bien, les associations ont dû, comme toute entreprise, adopter une gestion de crise dans des délais quand même très restreints, et en particulier vis-à-vis de son personnel salarié, et c'est en particulier de cela dont nous allons parler par la suite. Partant de là, il y a une nécessité, bien évidemment, qu'on vous explique et de bien connaître les nombreuses mesures qui ont été prises par l'État. Alors, des mesures, il y en a eu énormément donc, depuis le 15 mars, des ordonnances, des lois, des décrets, des arrêtés. Rien que ce matin encore, deux nouveaux textes sont entrés en vigueur. Donc, vous voyez, une masse d'informations réglementaires, relayées également par de l'information
dont parfois il faut un petit peu se méfier. Mais c'est pour cela que, eh bien, aujourd'hui, on va essayer de vous présenter eh bien, de manière synthétique et je l'espère le plus simplement possible, eh bien, tous ces outils qui sont aujourd'hui à votre disposition et que vous avez peut-être même déjà pour certains déjà mis en place, auquel cas, eh bien, cela viendra peut-être vous rassurer en tout cas sur la manière dont vous avez pu appréhender cette période compliquée. Alors, donc, le premier dispositif, alors c'est un dispositif dont vous avez sûrement tous entendu parler et vous avez dû être confrontés. C'est un dispositif qui n'est pas pour le coup un dispositif qui est à l'initiative de l'employeur, puisque c'est un dispositif que le salarié peut demander à mobiliser. Eh bien, c'est la conséquence de la fermeture en fait des établissements scolaires, des garderies, des crèches, qui fait que eh bien, les salariés peuvent bénéficier du versement d'indemnités journalières de sécurité sociale dès lors qu'ils sont contraints d'arrêter leur travail pour garder un enfant de moins de 16 ans. C'est un dispositif tout à fait exceptionnel hein, qui est lié donc à la situation actuelle que nous vivons. Alors, il y a quand même une condition qui a été posée, plusieurs conditions d'ailleurs, mais la condition principale, c'est que le télétravail ne doit pas être possible pour pouvoir bénéficier donc de ce dispositif de garde d'enfants. Alors peut-être une première remarque là-dessus, parce que quand on dit que le télétravail n'est pas possible, ça doit être lié dans un premier temps à la nature de l'emploi. Hein, c'est-à-dire que tout à l'heure, on parlait effectivement des emplois d'encadrement des activités physiques et sportives. Ben, il est clair que globalement, le télétravail n'est pas possible. Mais dans d'autres cas de figure, le télétravail peut être possible, mais pour autant, il peut être incompatible aussi avec le fait d'avoir des enfants à garder à la maison. Et même pour l'avoir pratiqué à titre personnel, on sait que lorsqu'on travaille à la maison et qu'on a des enfants, eh bien, on peut avoir vraiment une difficulté à avoir une qualité de travail. Donc, c'est la raison pour laquelle il y a aujourd'hui quand même un débat sur le fait de savoir si, bien que l'emploi soit éligible au télétravail, est-ce que néanmoins, on peut faire valoir que il est impossible de travailler en raison précisément que nous avons des enfants à garder à la maison? Eh bien, la tendance serait plutôt oui. La tendance serait plutôt oui. D'ailleurs, le ministre du Travail a plutôt été dans ce sens. Donc, vous voyez, un dispositif qui semble en tout cas assez assoupli au final. Alors, à noter également que c'est un seul parent à la fois qui peut en bénéficier, mais par contre, il est possible de prévoir une alternance. Hein, donc, c'est une possibilité qui est offerte. La durée de cet arrêt de travail, il est de 1 à 21 jours. Donc ça, c'était le dispositif initial. Mais bien évidemment, comme eh bien, les mesures de restriction continuent dans le temps, eh bien, ce dispositif, il est renouvelable. C'est-à-dire que vous pouvez faire un arrêt de travail pour quelques jours, le renouveler jusqu'à 21 jours, puis ensuite le renouveler à nouveau. Ça ne pose plus de difficulté. Sur le plan pratique, la particularité de cet arrêt de travail pour garde d'enfants, c'est que c'est l'employeur en fait qui va faire la déclaration sur le site qu'on vous a mis sur la diapositive, sur le site déclare.amélie.fr. Donc c'est l'employeur, c'est très simple à réaliser. C'est l'employeur donc qui fait cette déclaration. L'obligation de l'employeur à la suite de cette déclaration, c'est de maintenir le salaire du salarié sur la base de l'obligation légale, c'est-à-dire 90% du salaire brut du salarié durant les 30 premiers jours. Alors on s'est posé la question de savoir si cet arrêt de travail pour garde d'enfants devait être assimilé à un arrêt de travail pour cause de maladie qui ferait donc l'objet
d'un maintien total de salaire dans les conditions prévues par la convention collective du sport ou par la convention collective de l'animation. Je sais que certains d'entre vous appliquent cette convention. Notre position, qui est partagée d'ailleurs par certains syndicats, c'est de dire non, il s'agit d'un arrêt de travail autonome qui n'est pas à proprement parler un arrêt de travail pour maladie, qui est un arrêt de travail qui doit simplement répondre donc au maintien de salaire légal, c'est-à-dire 90%, comme je vous le disais tout à l'heure. Voilà. Peut-être une précision, c'est que vous pouvez avoir le cas de figure où un de vos salariés a été en arrêt de travail pour garde d'enfants et dans l'intervalle, votre association a pris une décision de mettre son personnel au chômage partiel total. Eh bien, quand je dis chômage partiel total, on y viendra tout à l'heure, puisque c'est une mesure sur laquelle on va s'attarder. Le chômage partiel total, c'est-à-dire un arrêt total de l'activité de vos salariés. Eh bien, dans ce cas de figure, effectivement, il n'est plus possible d'avoir un tel arrêt. Il ne sera plus possible de renouveler donc l'arrêt pour garde d'enfants. Votre salarié sera donc dans ce cas reversé dans le dispositif de chômage partiel que vous appliquez au sein de votre association. Voilà pour l'arrêt de travail pour garde d'enfants. Alors, maintenant, on va plutôt se concentrer sur les dispositifs que vous, association, vous, employeurs, vous pouvez mobiliser. On a déjà certains dispositifs ayant trait au congé et aux jours de repos. Alors, peut-être une première question qui s'est posée, d'autant plus que les vacances de Pâques ont commencé ou vont commencer dans certaines académies et vont se poursuivre dans d'autres. La première question qu'on peut se poser, c'est qu'advient-il des congés payés qui avaient été posés par mes salariés avant finalement la situation de crise? Sur un plan strictement juridique, la réponse elle est claire. Les congés ont été posés, les congés sont maintenus. C'est ça la règle. Après, rien ne vous interdit effectivement d'un commun accord avec vos salariés, je dis bien avec vos salariés, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison de faire une inégalité de traitement entre certains, eh bien, vous pouvez toujours effectivement décaler d'un commun accord cette date de congé. Je ne vous y invite pas forcément, puisque on y verra tout à l'heure, justement, la prise de congé est un moyen aussi pour faire face à la situation actuelle. Donc, retenez que congés payés déjà posés, congés payés qui doivent être pris par principe. La deuxième possibilité, alors c'est une question qu'on nous a beaucoup posée jusqu'à ce que le gouvernement réagisse sur cet aspect-là, c'est puis-je imposer, moi employeur, des congés payés à mes salariés? Alors, par principe, la réponse est non, puisque vous savez qu'il y a une procédure pour poser les congés, c'est-à-dire qu'on doit inviter donc les salariés à ce qu'ils fassent des propositions de prise de congé. Après, effectivement, l'employeur tranche, mais à proprement parler, l'employeur ne peut pas imposer des congés payés. Eh bien, le gouvernement a réagi face à cette situation en prenant une mesure exceptionnelle permettant, dans le cadre d'un accord de branche, c'est-à-dire accord de branche, on parle d'une convention collective, ou dans le cadre d'un accord d'entreprise, eh bien, de permettre à ce que l'employeur impose des jours de congé à ses salariés dans la limite de 6 jours ouvrables, et moyennant un délai de prévenance de 1 jour. Donc, vous voyez, quand même très rapide en termes de délai de prévenance. Alors, bien évidemment, il faut soit un accord de branche, soit un accord d'entreprise. Alors, dans le cadre de la Convention du sport, eh bien, les partenaires sociaux ont réagi assez rapidement, puisque dès le 1er avril dernier, eh bien, un accord a été conclu entre donc, les représentants des organisations patronales et donc le Cosmos et le CNEA et les syndicats de salariés, permettant
effectivement aux employeurs de la branche du sport eh bien, d'imposer jusqu'à 6 jours de congé ouvrables, moyennant effectivement ce respect de ce délai de prévenance de 1 jour pour prévenir en fait les salariés, étant précisé également que ça ne peut se faire que sur les congés payés qui ont déjà été acquis par les salariés. C'est-à-dire qu'on ne peut pas procéder par anticipation. Et cette mesure, eh bien, elle court jusqu'au 31 août 2020. Alors, une précision s'impose néanmoins qui est d'importance. Cet accord, vous savez, n'a pas été étendu. C'est normal, puisqu'il a été pris le 1er avril 2020 et la procédure d'extension n'a pas eu encore lieu. Alors, qu'est-ce que c'est peut-être cette extension? Un petit rappel pour ceux peut-être qui ne maîtrisent pas cette terminologie. Un accord, il est étendu lorsque, en quelque sorte, il est validé par le ministre du Travail. Et cette extension, elle a pour effet eh bien, de rendre cet accord applicable à l'ensemble des employeurs de la branche considérée, c'est-à-dire de la branche du sport en ce qui nous concerne. Comme ce n'est pas le cas, eh bien, cet accord aujourd'hui, vous ne pouvez l'appliquer que si vous êtes adhérent de l'une des deux organisations patronales signataires, à savoir le Cosmos et le CNEA. Si ce n'est pas le cas, si vous n'êtes pas adhérent, eh bien, vous ne pouvez pas appliquer directement ce dispositif. Rien ne vous interdit de faire un accord d'entreprise, alors même si, je vous l'accorde, ça ne doit pas être forcément très simple, surtout si vous êtes une petite association, mais voilà, auquel cas, vous avez toujours cette voie. Donc, vérifiez bien que vous êtes adhérent à l'une ou l'autre des organisations patronales signataires. Troisième possibilité qui s'offre à vous, c'est le fait de pouvoir imposer la prise de jours de repos ou l'utilisation de compte épargne-temps. Alors, compte épargne-temps, il n'est pas forcément évident que beaucoup d'entre vous en disposent. Bon, néanmoins, ce qu'il faut retenir, c'est que l'employeur peut demander donc à ses salariés la prise de jours de repos. Alors, ça peut être des jours de réduction du temps de travail, vous savez ce qu'on appelle communément les RTT, mais ça, à voir avec l'organisation du temps de travail qui est applicable au sein de votre association. Et vous pouvez donc imposer ces jours de repos au maximum dans un volume de 10 jours par salarié. Voilà, donc c'est un dispositif qui est intéressant, qui permet finalement de faire tampon sur cette période difficile et qui permet, comme les congés payés, eh bien, d'assurer une rémunération également à 100% pour vos salariés. Voilà, donc voilà ce qu'il en est donc pour ces mesures en matière de congés et de jours de repos. Alors, le point effectivement peut-être le plus important sur lequel on va s'attarder un petit peu plus, eh bien, c'est la mise en œuvre du chômage partiel. Alors, c'est vrai que le chômage partiel, là, il s'est mis en œuvre de manière un petit peu originale parce que vous savez qu'une mesure de chômage partiel, alors, on appelle ça communément le chômage partiel, légalement, on parle d'activité partielle. Bah, l'activité partielle, dans une période, on va dire, entre guillemets normale, elle se met en place avec une certaine préparation, avec un certain recul. Exemple, une entreprise décide de faire des travaux de grande ampleur et face à cette obligation de fermeture de son établissement, eh bien, elle prépare bien en amont un dispositif, une demande de prise en charge au titre du chômage partiel. Bien évidemment, ça n'a pas été le cas, puisque tous les employeurs de France confrontés à la situation ont été dans l'obligation de réagir, on va dire, dans l'action, hein, de réagir très très vite par rapport à la situation, ce qui a abouti effectivement à des situations un petit peu originales. Alors, moi, je vais m'attarder quand même à revenir sur un certain nombre peut-être de questions et d'idées reçues, parce que, comme je vous le disais, comme tout s'est mis en place de manière très très rapide,
eh bien, on a entendu beaucoup de choses et beaucoup de choses inexactes sur donc le chômage partiel. Alors peut-être la première question, c'est est-ce qu'une association, elle est éligible au chômage partiel? Dans les premiers jours de la crise, il y a eu diverses informations, parfois contradictoires, en partant du principe qu'une association, elle était subventionnée, qu'une association, de toute façon, elle avait son budget annuel qui était, on va dire, constitué par avance et que, à ce titre, elle n'était pas éligible. Non, la réponse est non. Une association peut parfaitement être éligible au chômage partiel. N'oublions pas qu'une association, c'est une entreprise, pas une entreprise tout à fait comme les autres, mais c'est une entreprise qui génère une activité. Donc, par principe, une association, au même titre d'ailleurs qu'un groupement d'employeurs, est éligible par principe donc au dispositif de chômage partiel. Le deuxième point, c'est pour quelles raisons on peut recourir au chômage partiel. Et là encore, dans les premiers jours de la crise, on a entendu beaucoup de choses inexactes, et en premier lieu de dire, de toute façon, on n'a pas de difficulté économique, donc à partir de là, il n'y a aucune raison qu'on recourt au chômage partiel. Alors, je vais me permettre de citer un texte, et peut-être le seul que je vais vous proposer. C'est un article du Code du travail, c'est l'article R5122-1, qui en fait définit les cas dans lesquels eh bien, on peut solliciter le chômage partiel. L'employeur peut placer donc ses salariés, dit le texte, en position d'activité partielle lorsque l'entreprise, dont l'association, hein, est contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité pour l'un des motifs suivants. Alors, on nous dit conjoncture économique. D'accord. Difficulté d'approvisionnement en matières premières. On ne va pas être sur ce cas de figure. Sinistre ou intempérie. On ne va pas être sur ce cas de figure non plus. Transformation, restructuration, modernisation de l'entreprise. Ce n'est pas le cas. Ça pourrait être le cas d'une construction ou réhabilitation, mais ce n'est pas le cas. Ce qui nous intéresse, c'est le dernier point, c'est toute autre circonstance de caractère exceptionnel. Toute autre circonstance de caractère exceptionnel. Et nous sommes précisément sur une circonstance de caractère tout à fait exceptionnel. Et vous le verrez d'ailleurs, vous l'avez peut-être déjà vu, lorsque vous faites votre demande de chômage partiel, eh bien, au titre des circonstances de caractère exceptionnel, eh bien, figure une ligne sur le coronavirus. Voilà, donc retenez que c'est pas parce que j'ai pas aujourd'hui des difficultés économiques que je ne peux pas solliciter le chômage partiel, puisque en fait ma réduction ou ma suspension d'activité résulte bien d'une circonstance de caractère tout à fait exceptionnel. Et puis entre nous, c'est vrai que j'échange beaucoup avec les dirigeants d'associations, et c'est vrai que la difficulté économique, si on raisonne sur une seule année, peut-être qu'on ne l'aura pas aujourd'hui, mais on l'aura peut-être demain, parce qu'il faut savoir aussi que même si vous bénéficiez du chômage partiel, eh bien, l'argent finalement que va débloquer l'État à ce titre, on peut facilement penser que l'État ou les collectivités territoriales eh bien, iront peut-être le récupérer par ailleurs. Donc il faut être très très prudent par rapport à la gestion qu'on peut avoir dans les associations. Alors, une question aussi où je pense qu'il y a vraiment une vraie confusion, c'est est-ce que je peux prétendre au chômage partiel? Est-ce que le chômage partiel et le télétravail ils sont possibles en même temps? Alors la réponse est oui. La réponse est oui. Et il y a eu une confusion, une cacophonie autour de cette question qui a mis beaucoup de doutes dans l'esprit des dirigeants. Pourquoi? Parce que ce dont on parlait notamment à la radio, ce que même le ministre du Travail a parlé par rapport à ça, c'est ce qu'il ne faut pas faire, c'est frauder. Il ne faut pas frauder. C'est-à-dire que si vous avez un salarié qui est en cessation d'activité, il est bien évident qu'il ne doit pas travailler pendant ce temps puisque vous allez être indemnisé par l'État. C'est uniquement ça ce qu'on voulait dire. Par contre, effectivement, le chômage partiel par réduction d'activité, c'est-à-dire vous allez réduire une partie du temps de travail de votre salarié, peut parfaitement être accompagné par une mesure de télétravail pour continuer une partie de son activité.
Les salariés sont-ils tous éligibles? Oui, les salariés sont tous éligibles, qu'ils soient sous CDD, sous CDI, sous temps partiel, dans le cadre d'un temps plein. Les salariés sont tous éligibles. De la même manière, on avait entendu dans les premiers jours, notamment sur un journal national, que les contrats de travail des sportifs professionnels, vous savez, les CDD spécifiques, n'étaient pas éligibles au dispositif. C'est absolument faux. Donc, vous voyez, là encore, il ne faut pas forcément, il faut être très attentif à vos sources dans cette période de crise. J'ai même une précision sur les salariés qui sont éligibles, même ceux pour lesquels vous avez fait une promesse d'embauche avant le début de la crise, eh bien, une promesse d'embauche vaut embauche. Donc, il n'y a pas de raison, effectivement, eh bien, que les salariés qui ont fait l'objet d'une promesse d'embauche eh bien, ne rentrent pas dans le cadre de cette activité partielle. Alors, qu'entend-on dans le cadre du chômage partiel? On parle souvent de deux types, effectivement, d'activités de chômage partiel. Effectivement, alors on va y passer assez rapidement, mais vous avez deux typologies de chômage partiel. La première, c'est une cessation totale d'activité. Exemple, tout ce qui est lié en fait à l'enseignement, l'encadrement des activités sportives ou de loisirs. Généralement, on va être sur une cessation totale d'activité. Et puis la deuxième forme de chômage partiel, c'est la réduction d'activité. Donc dans ce cas de figure, c'est ce que je vous ai expliqué il y a quelques instants, eh bien votre salarié va continuer à travailler une partie de son temps, mais va être au chômage partiel pour l'autre partie de son temps. Donc ça sera à vous, là encore, de bien quantifier eh bien, le travail qui peut être encore réalisé au sein de votre association. Alors, le chômage partiel, c'est une mesure par principe collective. Alors, il y a eu pas mal d'inquiétudes par rapport à cela en disant, le problème, c'est que, voilà, collective, est-ce que ça veut dire que je dois appliquer la même chose pour tous mes salariés? Non. Alors, la réponse est non, puisque déjà la notion de collective, de mesure collective, peut s'entendre par service. Alors, même si au sein d'une petite association, un service peut être constitué par une ou deux personnes, c'est pas un problème, hein, c'est pas un problème. Vous pouvez avoir le service, on va dire, lié à l'encadrement des activités sportives et le service administratif. Voilà. Ça, il n'y a pas de problème. Et on peut donc agir différemment eh bien, en fonction de services. Et j'ai même tendance à vous dire qu'au sein d'un même service, on peut même agir différemment pour certains salariés dès lors qu'on arrive à démontrer eh bien, que les critères qui m'ont amené à dire qu'un salarié va travailler à 80% et l'autre va travailler à 60%, eh bien, sont des critères qui sont objectifs, c'est-à-dire qu'ils ne doivent pas être discriminants vis-à-vis de salariés qui font la même chose. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez donc mettre en place et arriver presque à faire une forme d'individualisation au final. Donc, pas de difficulté majeure, en tout cas, de tous les retours qu'on a, notamment au niveau des directs, pas de difficulté majeure sur l'application de cette notion de mesure collective. Venons-en maintenant aux aspects financiers. L'indemnité, alors, il y a deux, je dirais, il y a deux mouvements, il y a deux mouvements à avoir, deux mouvements de fond à avoir. Déjà, il y a quelle est mon obligation à moi, employeur, vis-à-vis de mes salariés? Ça, c'est la première chose, c'est la plus importante. Et mon obligation, nous dit le Code du travail, c'est de maintenir 70% de la rémunération brute de mon salarié par rapport à la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler. C'est mon obligation minimale prévue donc par le Code du travail. Alors, quel est le régime social de cette somme? Bien évidemment, il n'y a pas de contrepartie. Il n'y a pas de contrepartie au travail. Donc, à partir de là, eh bien, la rémunération que l'on va verser eh bien, ne sera pas soumise à cotisation sociale, mais ne sera soumise
que à CSG et CRDS à des taux adaptés, à des taux réduits, en l'occurrence 6,5 et 0,2%. Mais bon, pour tous ces aspects, bien évidemment, je vous renvoie plus particulièrement à votre association Profession Sport et Loisirs, auprès de qui vous avez confié soit votre paye, soit vous bénéficiez d'une mise à disposition de personnel. Donc ça, c'est votre obligation. Alors, peut-être à ce stade, on peut déjà évoquer la question qui est revenue assez souvent. Est-ce que je peux faire plus que ces 70% et si oui, sous quelle forme? Alors, la réponse est oui, c'est-à-dire que vous pouvez compléter effectivement les 70% que vous devez verser à votre salarié, qui équivaut à 84% du net. Je me suis exprimé en brut, mais ça équivaut à 84% du net. Donc vous pouvez parfaitement prendre la décision eh bien, d'assurer 100% du salaire net de votre salarié. J'attire néanmoins votre attention sur le fait qu'il faut être prudent sur cette mesure. Il ne faut peut-être pas non plus s'engager sur une période trop longue. Alors, quelques points par rapport à ce complément de rémunération. Le premier point, c'était de savoir, est-ce que je vais payer des cotisations sociales? Parce que on sait que pour la rémunération à hauteur de 70%, pas de problème, uniquement CSG-CRDS. Est-ce que pour le complément, je dois payer des cotisations? Eh bien, la réponse est non, puisque l'URSSAF s'est prononcé sur la question et le complément de salaire est aligné sur le régime légal. Donc, vous n'aurez que la CSG et CRDS à payer sur ce complément de salaire. Après, sur le plan formel, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire ce qu'on appelle une décision unilatérale de l'employeur. C'est-à-dire que vous devez formaliser sur un document le fait que vous allez maintenir ce complément de salaire sur une certaine période. Alors bien évidemment, pour l'ensemble des salariés, parce qu'il ne faut pas rentrer là encore dans une discrimination qui serait condamnable. Donc je maintiens et je fais cette déclaration, cette décision unilatérale de l'employeur. Alors vous allez me dire, mais à quoi ça sert? Ça sert qu'aujourd'hui, c'est imposé déjà par une récente ordonnance et en cas de contrôle de l'URSSAF, c'est un document que l'URSSAF pourra vous demander. Voilà, donc je vous invite là-dessus, effectivement. Ce n'est pas un document qui est compliqué à mettre en place. Votre association Profession Sport et Loisirs pourra d'ailleurs vous renseigner, mais c'est quelque chose, c'est une précaution vraiment utile à prendre et qui va dans le sens de respecter donc les prescriptions légales. Donc ça, c'est l'obligation de l'employeur vis-à-vis de ses salariés. Maintenant, il y a la question de l'indemnisation de l'employeur par l'État. Et alors, là-dessus, il y a un montant minimum et un montant maximum. Le montant minimum, on sait que de toute façon, eh bien, l'indemnité minimum qui vous sera versée par heure, c'est 8,03 euros. Donc, ça c'est clair. Et le montant maximum, eh bien, ça sera 4,5 SMIC, excusez-moi, 4,5 SMIC. C'est-à-dire que vous serez indemnisé par l'État à hauteur de 4,5 SMIC, mais toujours dans la limite de 70% du salaire du salarié. Ce qui veut dire très concrètement que dès lors que la plupart de vos salariés n'ont pas un salaire supérieur à 4,5 SMIC, ce qui globalement, très majoritairement, va être le cas, eh bien, en fait, le maintien de salaire que vous aurez à assurer à hauteur de 70%, eh bien, sera intégralement pris en charge par l'État. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Donc, un dispositif donc, qui a été largement revu à la hausse, puisque le dispositif avant la période de crise était beaucoup moins favorable qu'il n'est là. Mais voilà, retenez cela, c'est-à-dire que si vous vous contentez donc de maintenir 70% du salaire brut, eh bien, vous n'aurez pas de coût jusqu'à ce que vous mainteniez 4,5 SMIC vis-à-vis de vos salariés. Voilà. Alors,
un point rapide sur la consultation du CSE, si vous en avez un. Je pense que pour la plupart des associations qui nous entendent, vous n'avez peut-être pas forcément de CSE, ce qui remplace donc les anciens délégués du personnel et comités d'entreprise. Bon, sachez uniquement que si vous êtes à plus de 50 salariés, ça doit être la majorité des gens qui nous écoutent, vous devez faire une consultation, mais vous avez jusqu'à 2 mois après votre demande de chômage partiel pour réaliser cette formalité. Un point très important, c'est l'information à faire aux salariés. Alors ça, c'est très important parce que là encore, c'est un document qui pourra vous être demandé ultérieurement en cas de contrôle pour avoir une date certaine, c'est-à-dire que pour pouvoir prouver que vous avez pris une décision à une date qui soit opposable donc à vos salariés, en leur disant à partir de telle date, voilà, j'ai pris la décision de vous mettre en chômage partiel. Alors, cette information aux salariés et peut être faite, vous n'allez pas la faire par lettre recommandée avec AR, ça n'aurait aucun sens, mais il faut la faire au moins en ayant une trace écrite. Par mail, c'est parfait, vous gardez bien une trace écrite de cette information et dans cette information, il faut quand même bien préciser aux salariés quelle sera la nature donc, de cette mesure de chômage partiel, arrêt total d'activité, réduction d'activité, et si oui, eh bien, quel sera leur emploi du temps dorénavant. Alors, quelques mots maintenant sur la mise en œuvre concrète du chômage partiel. Alors, même si là encore, votre association Profession Sport et Loisirs pourra très largement vous accompagner et je peux vous dire que je pense qu'ils sont devenus vraiment experts du chômage partiel et de la saisie en ligne de tous ces processus. Alors, la demande, elle se fait sur le site internet donc, dédié pour le chômage partiel. Alors, je vais passer assez rapidement parce que j'imagine que pour la plupart, vous avez peut-être déjà fait vos démarches. Vous avez vu que bon, il faut d'abord faire une création de compte, qu'ensuite vous avez trois emails à recevoir avec donc un identifiant, un mot de passe et ensuite une habilitation. Et c'est ensuite que vous avez un délai de 30 jours donc, pour faire votre déclaration. Et on ne peut que vous encourager à cocher la case motif exceptionnel. Hein, motif exceptionnel, coronavirus. Donc ça, c'est on va dire, un point à renseigner dès le départ. Par contre, il y a un point d'importance, c'est le fait de motiver quand même votre demande. Alors, même si c'est vrai qu'aujourd'hui, on a eu très très peu de retours disant que des demandes avaient été refusées, mais néanmoins, pour ceux d'entre vous qui ne l'auraient pas encore fait, j'attire votre attention sur le fait qu'il faut être particulièrement précis, en tout cas sur la motivation de votre demande, et ne pas se contenter de dire, eh ben voilà, en raison du confinement ou en raison du coronavirus, on a été obligé de fermer donc la structure. Vous vous rappelez en première diapositive que j'avais fait référence à des textes, à des arrêtés de fermeture nationaux, locaux. Faites bien référence donc à ces textes et aux conséquences de ces textes, ces obligations de fermeture sur votre activité. Hein, c'est très important. Sur la durée donc de la demande de chômage partiel, alors il faut savoir qu'elle était de 6 mois, mais elle est passée à 12. Il y a eu une évolution par ordonnance qui a passé la possibilité de demander une durée de prise en charge jusqu'à 12 mois. Alors, vous allez me dire, bon, oui, mais en toute hypothèse, la réouverture ne devrait pas se faire dans 12 mois. Certes, mais soyez quand même prudent sur votre manière de voir les choses. Et moi, je vous invite quand même à faire des demandes peut-être un petit peu plus longues que la visibilité qu'on a aujourd'hui, parce qu'il y a énormément d'incertitudes par rapport à ce qui nous attend et par rapport à la réouverture des établissements recevant du public et des installations sportives. Sachez que ce n'est qu'une demande, c'est-à-dire que à cette demande, vous allez associer un nombre d'heures, mais bon, si par extraordinaire, il est possible de
redémarrer l'activité avant, eh bien, ce ne sera pas un problème, ce ne sera pas une difficulté vis-à-vis de l'administration, puisque vous solliciterez finalement moins d'indemnisation. Voilà. Sachez que dans un premier temps, les demandes avaient été faites sur des délais finalement très courts, parce qu'on n'avait pas beaucoup de visibilité. Sachez que vous pouvez faire des avenants. Vous pouvez faire des avenants donc à votre demande initiale. Il y a d'ailleurs là-dessus à disposition un process sur le site donc chômage partiel qui est très bien fait et qui vous donne eh bien, tout le process pour faire votre déclaration et pour faire également les avenants. Alors, sur le volume d'heures que vous allez solliciter, il faut savoir que ce volume d'heures, en fait, il est global, c'est-à-dire que vous allez solliciter un volume d'heures, pas salarié par salarié, mais un volume d'heures pour l'ensemble des salariés. Alors, bien évidemment, le calcul, au départ, vous allez le faire salarié par salarié, mais au final, vous allez demander eh bien, un volume global d'indemnisation sur toute la période pour l'ensemble de vos salariés. Initialement, le volume d'heures, il était limité à 1000 heures. Il a été augmenté récemment pour être passé à 1607 heures. Alors 1607 heures, ce n'est pas un chiffre par hasard, puisque c'est un chiffre qui correspond en fait à un temps plein sur une année. Donc vous voyez, il y a une certaine cohérence, puisqu'on vous dit que vous pouvez faire une demande sur 12 mois, et on vous dit que le volume d'heures par salarié que vous pouvez solliciter, c'est 1607 heures, donc vous voyez quand même une certaine cohérence. Alors ensuite, vous avez les délais d'acceptation donc, qui ont été effectivement très largement raccourcis compte tenu de la situation d'urgence dans laquelle on se situe. Et vous avez une acceptation tacite, par principe, qui vous est accordée sous 48 heures suivant votre demande donc, de préalable. Comme je vous le disais, globalement, alors on a eu quelques mauvaises surprises au tout début de la crise, mi-mars, c'est-à-dire les toutes premières entreprises qui avaient fait des demandes. Certaines se sont vues essuyer des refus, mais globalement, on peut observer que, eh bien, il y a quand même des autorisations quasi généralisées qui sont données donc aux entreprises et associations qui en font la demande. Voilà. Donc ça, c'est votre demande d'autorisation préalable. Par la suite, vous allez mensuellement faire ce qu'on appelle la demande d'indemnisation. Alors, pareil, il y a un process qui est très détaillé, très bien fait sur le site qui vous dit étape par étape comment il faut faire. Là encore, votre association Profession Sport et Loisirs pourra vous renseigner, je pense, sur ce mécanisme. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que donc, mois par mois, eh bien, vous allez faire une demande d'indemnisation à la directe par rapport aux heures qui ont été chômées, c'est-à-dire qui n'ont pas été travaillées par vos salariés. Et donc, c'est sur cette base-là eh bien, que vous allez renseigner toute une liste de salariés. Donc, moi, je vous invite à renseigner eh bien, tous les salariés, même si dans l'immédiat, peut-être que tous ne sont pas dans le cadre d'une demande de chômage partiel et d'indemnisation, mais mieux vaut, je dirais, inscrire tous vos salariés, même si au titre du mois d'avril, eh bien, pour certains, vous pourrez peut-être demander 0 heure d'indemnisation. Voilà. Et donc cette demande d'indemnisation, eh bien, vous allez la faire à chaque mois échu, en fonction donc, du nombre d'heures chômées. Il vous faudra calculer donc, le taux horaire de référence donc, qui vous servira de base. Et ce taux horaire de référence eh bien, sera multiplié par le nombre d'heures chômées pour lesquelles vous allez demander une indemnisation. Et donc, vous ferez par la suite donc indemniser. Vous recevrez de l'État, puisque vous avez renseigné donc, le compte bancaire de votre association, et bien, vous recevrez une indemnisation de l'État. Voilà. Voilà ce qu'il en est. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails, puisque là, on est vraiment après sur des problématiques de traitement et de saisie d'informations sur le site dédié. Alors, peut-être quelques précautions à prendre et les bonnes pratiques. Moi, je pense qu'il est très important, parce qu'on entend maintenant beaucoup parler de fraude. Et il n'est pas impossible, j'ai même tendance à vous dire qu'il est probable, qu'il y ait des contrôles par la suite pour savoir si les entreprises ont joué le jeu. C'est-à-dire si concrètement,
eh bien, elles n'ont pas d'un côté perçu des aides de l'État, tout en faisant, de l'autre côté, travailler leurs salariés sur des heures qui devaient être chômées. Eh bien, pour vous prémunir de tout cela, je vous invite à être particulièrement vigilant sur le suivi des plannings et des heures chômées et travaillées. Ça passe par quoi? Ça passe par une détermination très précise des plannings vis-à-vis des salariés, et ça passe aussi par un rendu de ces salariés par rapport au travail qu'ils ont réalisé. Et ça, c'est très important. Soyez exigeants par rapport à vos salariés, puisque si vous n'avez pas ces documents liés au travail réalisé, c'est-à-dire au travail rendu, réalisé par le salarié, eh bien, vous pourrez vous mettre en difficulté si jamais l'administration vous demande par la suite eh bien, de justifier votre déclaration, votre demande d'indemnisation d'un côté et la réalité du travail qui a été fait par vos salariés de l'autre. Voilà, donc je pense que si vous prenez ces précautions, il n'y a pas de difficulté et je ne pense pas qu'on pourra vous reprocher une tentative de fraude par la suite. Voilà, alors quelques éléments très rapidement, puisqu'ensuite on va passer aux questions et je vais peut-être d'ores et déjà me retourner vers mon collaborateur Adrien. Adrien, est-ce qu'on a des questions qui ont été posées? Énormément de questions qui ont été posées. Énormément. Euh, D'accord. Bon. Énormément. Alors je te Donc, je laisse vais faire un peut-être petit. encore quelques minutes pour faire un tri. Ouais, Dernière diapositive, et puis après, on va faire une sélection de quelques questions, mais bien évidemment, on ne pourra pas répondre à tout. Alors, quelques, quelques autres mesures, on va dire, périphériques par rapport à cette période de crise. Vous avez entendu parler peut-être qu'une ordonnance a été prise pour assouplir le versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat. Puisque on avait été confronté à une difficulté, c'est que pour pouvoir faire bénéficier aux salariés de cette prime de 1 000 euros, eh bien, les associations devaient mettre en place un accord d'intéressement. Là, il y a eu tout un débat pour savoir si les associations d'intérêt général n'étaient pas exemptées, etc., etc. Bon, il y avait une vraie incertitude. En tout état de cause, l'incertitude est levée puisque maintenant, eh bien, les employeurs peuvent verser cette prime exceptionnelle de pouvoir d'achat de 1 000 euros, donc exonérée de cotisations sociales, sans avoir besoin de mettre en place un accord d'intéressement. Voilà, donc ça c'est réglé. Si vous voulez donner un coup de pouce dans l'immédiat ou plus tard, vous aurez un délai par rapport à cela, pas de problème, plus besoin de mettre en place un accord d'intéressement. Un mot très rapidement pour ceux d'entre vous qui peuvent avoir des procédures en cours, notamment vis-à-vis de leurs salariés. Alors, en ce qui concerne les procédures de licenciement, on m'a posé la question. Il y a pu y avoir des procédures de licenciement en cours. Bon, il n'y a rien qui, qui interdit à ce que eh bien, les procédures de licenciement soient menées à leur terme, au même titre qu'on m'avait posé la question. Doit-on maintenir un entretien préalable en raison du confinement? Il n'y a rien qui l'interdit dès lors qu'on met en place eh bien, les mesures barrières. De la même manière, en matière de rupture conventionnelle, soyez vigilants sur une chose, c'est que vous avez, en cas de rupture conventionnelle, un délai d'instruction de 15 jours ouvrables par l'administration. Quand vous envoyez votre demande de rupture conventionnelle à l'administration, il y a un délai de 15 jours ouvrables à l'issue duquel, si vous n'avez pas eu de retour négatif de l'administration, on est sur ce qu'on appelle une acceptation tacite. Soyez très vigilants parce que là, pour le coup, dans le cadre d'une acceptation tacite, eh bien, les délais seront suspendus. Donc, soit vous avez une acceptation express, c'est-à-dire que la directe va vous répondre en disant j'accepte la rupture conventionnelle. Si ça n'est pas le cas, eh bien, le délai est reporté donc après le confinement. Je ne rentre pas trop dans les détails, mais c'est surtout un point de vigilance. Donc, ce que vous pouvez toujours faire, eh bien, au préalable, c'est d'appeler votre direct pour savoir s'ils seront en mesure de vous rendre une décision express ou pas. Alors, il y a plein d'autres mesures également qui ont été prises en matière de formation professionnelle, de représentants du personnel, donc du CSE, etc.,
c'est pas vraiment l'objet, et j'aurai pas le temps de toute façon de vous les décrire, mais sachez que, ben, à situation d'urgence, eh bien, l'État a pris un certain nombre de mesures d'urgence en matière donc de relations de travail. Donc, ça pourra faire l'objet peut-être, qui sait, d'un autre webinaire, mais voilà, soyez simplement vigilants sur le fait qu'il y a des mesures qui ont été prises sur d'autres pans des relations de travail. Et puis, un dernier point, alors là, qui, me dire, il n'est pas directement lié à la gestion du personnel, mais comme c'est une question qui revient extrêmement souvent et qui est également quelque part en lien avec je dirais, la santé économique du club, c'est la question de savoir si on doit rembourser ou faire un avoir aux adhérents. Alors, je ne vais peut-être pas vous faire une réponse générale et définitive, mais peut-être plus vous donner à la fois un mode d'emploi, des précautions et une orientation. Euh, alors, le mode d'emploi, déjà, c'est, vous savez, vous êtes une association qui est régie par des statuts, par un règlement intérieur, peut-être, sait-on jamais, par des conditions générales de vente pour les plus précautionneux. Eh bien, la première chose à faire, avant de pouvoir donner une réponse, c'est de se référer à vos statuts, à votre règlement intérieur, et le cas échéant à vos conditions générales, pour savoir si il est prévu, dans des circonstances exceptionnelles, un remboursement ou non de la cotisation partielle, totale, de la cotisation à vos adhérents. Bon, en tout état de cause, euh, on est sur un cas de force majeure. On est sur un cas de force majeure. Il faut peut-être faire la distinction entre la cotisation en tant qu'adhérent, où a priori, euh, en dehors des dispositions particulières que vous pouvez avoir dans vos statuts, il n'y a pas forcément, je dirais, on va dire, à la fois d'obligation et même, je dirais, d'intérêt à rembourser une adhésion en tant qu'adhérent pour adhérer, par exemple, aux installations sportives du club. En revanche, effectivement, on peut se poser la question des adhérents qui ont souscrit des services complémentaires, comme par exemple des cours, des leçons, hein, des leçons dans les différentes disciplines sportives. Moi, j'ai tendance à vous dire que ce qu'il faut faire, c'est déjà essayer peut-être de réorganiser en tout cas ce qui peut l'être avant la fin de la saison, en tout cas si c'est possible, hein, en tout cas si c'est possible, de voir dans quelle mesure eh bien, ces services peuvent être décalés dans le temps, et puis en tout état de cause, peut-être effectivement envisager un geste commercial vis-à-vis des adhérents. Mais là encore, on ne peut pas faire une réponse généraliste. Et je vous renvoie vraiment, en tout cas, aux documents qui régissent votre association. En tout cas, il ne faut pas oublier qu'on est sur un cas de force majeure. On est sur un cas de force majeure, et je crois que il faut aussi que les adhérents des associations l'entendent. Il faut aussi, je pense, que les clubs se disent que dès lors que les associations, hein, clubs, associations, dès lors que je vais bénéficier aussi du chômage partiel, l'objectif de cette période, c'est pas non plus de faire du bénéfice, bien évidemment. Donc, vous voyez, c'est tous ces éléments qu'il faut prendre en compte pour peut-être que tout le monde, associations, adhérents, salariés, eh bien, contribuent à leur manière à faire un petit effort. Voilà. J'en ai terminé pour ma présentation. Donc, on va prendre quelques. On est à peu près dans le timing. J'ai été un petit peu plus long que prévu, mais on va garder on va garder donc quelques minutes pour répondre à certaines questions. Je vous rappelle simplement, je vous ai mis la petite dernière diapositive. Bien évidemment que si vous avez des questions, si vous avez des inquiétudes, si vous voulez échanger sur un sujet, eh votre association, Profession Sport, avec laquelle nous on collabore avec la fédération et bon nombre d'associations Profession Sport, eh bien, ils sont à vos côtés dans cette période délicate. Adrien, question? Alors, du coup, des questions. Alors, j'ai essayé d'en mettre de côté sur toutes les problématiques qui ont été abordées. Des questions assez générales, donc qui sont potentiellement susceptibles
de concerner tout le monde. Première question, Florent, doit-on rédiger un avenant au contrat de travail pour la période de confinement qui préciserait les heures qui ont été télétravaillées, celles qui n'ont pas été travaillées ou encore celles qui ont été déclarées en chômage partiel? Non, absolument pas. Alors, il faut savoir que cette période, je dirais, s'impose aux salariés, hein. Le chômage partiel s'impose aux salariés. Il s'impose même aux salariés protégés. Vous savez, les salariés qui sont titulaires d'un mandat de représentation du personnel. Donc, il n'y a pas besoin de faire un avenant. Cette période s'impose au même titre que le télétravail. Parce qu'on pourrait se dire, ah, ne faut-il pas que je fasse un avenant pour le télétravail? La réponse est non également, puisque vous allez appliquer le télétravail dans le cadre d'un article spécifique du Code du travail pour des situations de crise, et notamment, nous disait le Code du travail, alors est-ce que il y a eu une modification pour risque de pandémie. Donc d'ailleurs, on n'est même plus sur un risque de pandémie, on est sur la pandémie. Donc voilà, la réponse est non, pas de nécessité de faire un avenant, une simple communication de l'employeur vis-à-vis du salarié est suffisante. Autre question, est-ce que le dispositif de l'activité partielle peut être applicable pour des salariés qui ont été embauchés pour accroissement temporaire d'activité? Voilà, c'est une question qui revient assez souvent. Il n'y a aucune difficulté. Il n'y a aucune difficulté. Bien évidemment, il ne faut pas que l'embauche ait eu lieu après, je dirais, la période critique, sans quoi on pourrait vous dire, mais pourquoi vous avez embauché alors même que vous saviez pertinemment que l'activité serait stoppée. Mais dès lors que l'embauche a eu lieu à une période où euh, on n'avait aucun moyen finalement de savoir que l'activité serait suspendue, il n'y a aucune difficulté. Ces salariés seront déclarés au titre du chômage partiel et vous bénéficierez de l'aide les concernant. Florent, est-ce que tu peux nous dire un mot sur la prise en charge des salariés à temps partiel qui effectueraient une formation dans le cadre de cette mise en activité partielle? Et du coup, le nouveau régime qui a été décidé par le ministère sur l'indemnisation de ces heures pendant une formation. Alors là, je vais peut-être plutôt te laisser répondre, Adrien, puisque j'ai un doute, mais il me semble qu'il y a une prise en charge à 100%. Alors, c'était ce qui était prévu, mais enfin, le ministère est revenu en arrière et prévoit que, à titre exceptionnel, hein, compte tenu de la situation de crise sanitaire qu'on connaît actuellement, les salariés qui effectueraient des formations dans le cadre de leur mise en activité partielle ne bénéficient que d'une indemnisation à hauteur de 70%, comme les autres salariés, et plus 100%, comme ce que prévoyait le régime en temps normal. Bon, bah, j'ai bien fait de te demander d'intervenir. Est-ce qu'il existe des dispositions qui ont été conclues dans le cadre de la convention collective de l'animation sur un éventuel régime dérogatoire relatif à la prise des congés payés? Tu évoquais Bah, écoutez, le dispositif de la je n'ai convention du sport. je n'ai pas connaissance. Je n'ai pas connaissance, justement. J'ai fait cette vérification sur la convention collective de l'animation et les sites qui peuvent nous y raccrocher comme le CNEA. À ma connaissance, seule la convention collective du sport a pris un avenant en ce sens. Oui, effectivement, pour le moment, je crois que rien n'a été conclu dans la convention collective de l'animation. Concernant ces congés payés, du coup, qui serait possible d'imposer aux salariés, est-ce qu'on parle des congés acquis en N-1 ou également les congés acquis sur l'année N? Les congés acquis. Les congés acquis, d'une manière générale, c'est la condition qui est posée. Il faut que les jours soient acquis. C'est la condition, effectivement, qui a été posée par la loi. Et alors, serait-il possible de cumuler, euh, en imposant aux salariés, non seulement les 6 jours de congés payés, et de les cumuler à 10 jours de récupération? Est-ce qu'on peut cumuler ces deux, Oui, absolument. Absolument.
Autre question qui revient assez fréquemment concernant les vacances. Donc, la période de congé payé, comment est-ce qu'elle est prise en compte dans le cadre du chômage partiel? Est-ce qu'elle est prise en compte finalement euh, dans le cadre de l'indemnisation? Alors, la période de... Alors, la question est peut-être... Enfin, si tu veux y répondre, parce que la question est peut-être pas En fait, très claire. je pense que euh, ce qu'ils souhaitent savoir, c'est si, lorsqu'on met son salarié en congé payé, on perçoit malgré tout une indemnisation au titre de l'indemnité partielle. Ah non, bah non, 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 d'accord. Si c'est ça la question, la réponse est non, puisque dès lors que le salarié est en congé payé, il n'exécute aucun travail. Et il faut bien savoir que les demandes d'indemnisation que vous allez faire au titre du chômage partiel ne visent que les heures chômées. Donc non, non, absolument pas. Donc on ne peut pas effectivement cumuler en tout cas ces deux dispositifs. Les salariés étrangers peuvent-ils être concernés par le dispositif de chômage partiel? Ah, oui, bien évidemment, hein, un salarié de nationalité étrangère employé en France par un employeur français sont tout à fait éligibles, hein. Il n'y a aucune discrimination par rapport à cela. Et est-ce qu'un salarié qui serait en chômage partiel continue à acquérir ses droits à congés payés? Absolument, absolument. T'évoquais tout à C'est l'heure, d'ailleurs, oui, vas-y. c'est prévu par le Code du travail. Et tu parlais tout à l'heure de la nécessité, de l'importance d'informer les salariés de leur mise en activité partielle. Mhm. Quelles sont les informations concrètement qui pourraient être données aux salariés qui seraient mis en activité partielle? Ouais. Alors, bon, je pense que déjà, il faut expliquer les raisons qui conduisent l'association à prendre cette mesure. C'est normal. Enfin, je dirais, il faut quand même qu'il y ait des explications qui soient fournies aux salariés sur les raisons qui vous amènent à aller vers ce dispositif. Euh, Ensuite, il faut indiquer la durée prévisionnelle. Je dis bien prévisionnel parce que on ne peut aujourd'hui qu'être dans du prévisionnel. Il faut indiquer également, à titre d'information, eh bien, la manière dont sa rémunération sera assurée, donc lui rappeler 70% du salaire brut équivalent à 84% du net, lui préciser si vous entendez maintenir donc un complément de salaire, et puis, surtout, lui préciser s'il s'agit d'une mesure totale ou une mesure de simple réduction d'activité. Et si c'est une mesure de simple réduction d'activité, il est très important, je vous le rappelle, d'être précis sur les périodes qui seront travaillées et les périodes qui seront chômées, puisque c'est à mettre en lien ensuite avec les risques de contrôle que vous pourrez avoir par la suite. Au niveau au niveau du calcul de l'indemnité d'activité partielle, est-ce qu'on doit prendre en compte la prime d'ancienneté d'un salarié pour calculer le montant de l'indemnité qu'il percevra? Bah, je vais te laisser répondre, Adrien, puisque ça, tu l'as évoqué déjà. Alors effectivement, oui, par principe, on va prendre en compte la prime d'ancienneté, sauf si c'est une prime d'ancienneté donc qui est mensualisée et qui est versée indépendamment du versement de la rémunération du salarié. Voilà, l'essentiel étant que votre salarié ne perçoive pas deux fois sa prime d'ancienneté, une fois aux primes du versement mensuel et une autre fois en raison du versement de l'indemnité d'activité partielle qui comprendrait elle-même la prime d'ancienneté. Donc par principe, oui, elle rentre en compte, sauf si ça implique que vous la versiez deux fois sur un mois donné à votre salarié. Concernant les sportifs, du coup, à qui on appliquerait ce dispositif,
qui étaient censés effectuer des compétitions et percevoir une prime qui a été contractualisée dans leur contrat pour la participation à ces compétitions. Est-ce que du coup cette prime serait prise en compte? En fait, si vous voulez, le- là, il faut simplement se référer à la règle de calcul de la rémunération. Et la règle de calcul de rémunération, c'est la prise en compte du salaire de référence du mois précédant la période du chômage partiel. Donc, partant de là, j'irais si sur ce mois donné, il y a eu des primes de versées, eh bien, ces primes vont rentrer en compte dans le calcul eh bien, du taux horaire qui vous servira ensuite de base d'indemnisation au chômage partiel. Après, ben, écoutez, si du fait de la suspension donc, des compétitions, eh bien, le salarié ne perçoit plus ses primes, ben, je dirais c'est la conséquence tout à fait normale de la situation actuelle. Donc en fait, la question ne se pose pas tant par rapport au contrat de travail en lui-même, il se pose plus par rapport au calcul du salaire de référence du mois précédent, donc la période de chômage partiel. Il n'y a aucune raison, il y a aucune raison de faire des entorses à ce principe au prétexte qu'il aurait été négocié des éléments particuliers avec tel ou tel sportif. Il ne faut pas oublier qu'on est sur un dispositif exceptionnel de chômage partiel et qu'il n'y a pas de différence de traitement à faire entre salariés. Voilà, après, si tu veux apporter une précision, Adrien, n'hésite pas. Et non, non, mais c'est exactement la manière dont il faut appréhender ces primes, effectivement. Ouais. Euh, Il n'y a rien de. Si vous voulez, vraiment le chômage partiel, on doit le déconnecter après des. Un sportif ne peut pas venir. Enfin, je dis un sportif qu'il s'agit de la question, hein, mais un sportif ne peut pas venir vous voir en disant bah, attendez, je ne comprends pas, je n'ai pas touché ma prime au titre du mois d'avril qui était prévu contractuellement. Ben oui, mais le problème, c'est qu'on est en matière de. On est en période de chômage partiel. Donc ça n'est pas comme ça que ça se passe. Voilà. une demande de précision euh, par rapport, euh, par rapport du coup au complément qui est versé par l'employeur dans le cadre d'un arrêt de travail d'un salarié pour garde d'enfant. Donc, effectivement, votre salarié va percevoir de l'employeur a priori un complément qui sera plafonné à 70% de sa rémunération si l'entreprise est en activité partielle. Et on nous demande si c'est illégal de maintenir au-delà de 70% la rémunération du salarié, d'aller jusqu'à 100%. Euh, c'est pas illégal, hein. C'est pas illégal, c'est simplement que, on n'est pas dans le cadre des préconisations qui ont été posées par le gouvernement dans le cadre des différents questions-réponses sur cette situation. Et deux, vous risquez de créer, alors, sans que ce soit forcément illégal, hein, je ne vais pas jouer sur les mots, mais vous risquez quand même de créer une forme d'inégalité de traitement, puisqu'il n'y a a priori aucune raison objective qui justifie qu'un salarié en arrêt de travail, et j'ai tendance à vous dire pour quelque cause que ce soit, euh, perçoivent proportionnellement plus que ses collègues qui, eux, sont en situation de chômage partiel. Donc, vous voyez, l'idée, là encore, c'est une idée que euh, finalement, tout le monde doit participer aussi à l'effort. Et vous voyez, cette position qui a été prise par le gouvernement et à laquelle moi j'adhère complètement, c'est de dire, voilà, ça n'est pas parce qu'on est en arrêt de travail qu'on doit être privilégié par rapport à ses collègues qui, eux, subissent une situation de chômage partiel. Donc retenir le salaire comme base d'indemnisation, le salaire que le salarié aurait perçu, que le salarié en arrêt de travail aurait perçu s'il avait été en situation de chômage partiel, semble tout à fait logique, cohérent et équitable. Autre question. Donc là, on est dans le cadre des arrêts de travail pour garde d'enfants. Bon,
pour l'heure, les établissements scolaires sont fermés, dans l'hypothèse où ils réouvriraient, et que par crainte, un parent ne souhaite pas que son enfant retourne à l'école. Est-ce que tu penses qu'il pourrait malgré tout continuer à bénéficier de ce dispositif? Pour le moment, non. Pour le moment, non. Alors, à voir après si les situations, si le texte évoluera pour tenir compte peut-être d'aspects plus liés plus aux précautions sanitaires, mais pour le moment, le texte n'aurait pas vocation à s'appliquer sur une telle situation. Euh, Concernant la rémunération, cette fois, des salariés en activité partielle, donc tu nous as dit qu'il était possible pour les employeurs de leur verser un complément afin de maintenir leur rémunération Mhm. au-delà des 70%. On nous demande s'il est possible de décider a posteriori d'appliquer rétroactivement ce complément. Peut-être pour des structures qui Ouais. souhaiteraient attendre de voir comment ils se situent financièrement au mois de mai ou de juin et de l'appliquer rétroactivement depuis le début de la mesure. Ouais. Ah, je vois pas de risque, de risque vraiment majeur. Alors, la question s'est déjà posée en fait par rapport aux payes du mois de mars, c'est-à-dire, alors, tant que les payes du mois de mars n'étaient pas réalisées, euh, j'ai tendance à vous dire, ça posait pas de difficulté que la décision de l'employeur soit rétroactive sur toute la période de mars. Euh, bon, après, s'il s'agit par exemple fin avril de décider d'un maintien de salaire rétroactif sur le mois de mars et sur le mois d'avril, euh, c'est c'est pas interdit. C'est pas interdit. Peut-être que l'URSSAF, mais on peut pas vous l'assurer à 100%, mais peut-être que l'URSSAF viendrait vous reprocher effectivement d'avoir pris cette décision un petit peu tard. Euh, à l'heure où on se parle, je ne vois pas de risque majeur. Maintenant, comment la chose sera appréciée en cas de contrôle par l'URSSAF, je ne le sais pas. Mais je ne pense pas qu'il y ait quand même un risque majeur si vous prenez une décision unilatérale avec effet rétroactif. Peut-être encore On va peut-être encore j'ai encore deux questions. trois questions. Encore, ouais, encore trois questions et puis on va terminer la session parce qu'on a déjà dépassé d'un quart d'heure. Deux questions qui reviennent assez régulièrement. Qu'en est-il dans le cadre de l'application du chômage partiel des salariés qu'on a embauchés en CDD, qui ont signé leur contrat, mais qui n'ont pas encore commencé à exécuter ce contrat? Mhm. Bah, écoutez, c'est comme ce qu'on disait tout à l'heure. Je crois qu'il y avait une question sur les CDD d'accroissement temporaire d'activité. Dès lors qu'un CDD a été conclu sur une période qui risque d'entrer sur une période où il n'y a pas d'activité, bah, écoutez, ce salarié bénéficiera du chômage partiel si vous êtes entré dans ce dispositif. À défaut, si vous n'avez pas mis en œuvre le dispositif, que devez-vous faire? Vous devrez payer le salarié conformément à ce qui est prévu à son contrat. Vous n'aurez aucune possibilité de considérer que ce contrat est caduc, par exemple, hein. Ça ne sera pas possible de prendre cette position. Et alors, une question qui revient très régulièrement, surtout dans votre secteur d'activité, votre structure est en activité partielle totale. Est-ce que vous pouvez demander donc à vos salariés qui sont en activité partielle de continuer à donner des cours par visio, par un système de visio de chez lui? Est-ce qu'on considère que c'est du travail ou pas finalement? Écoutez,
Alors, question très intéressante et sur laquelle il faut faire effectivement une réponse en termes de précaution. Parce que, vous voyez, je pense que typiquement, on est là sur la zone de risque qui pourrait être mise en évidence plus tard en cas de contrôle. C'est-à-dire que vous avez pris une mesure, vous avez pris une mesure de chômage, d'arrêt total d'activité, donc on est sur du chômage partiel, entre guillemets, total. Partant de là, le contrat de travail, il est suspendu. Il n'y a plus de lien de subordination entre l'association et le salarié. Donc, si il y a des demandes qui sont faites par l'employeur au salarié, ou on va dire de forte suggestion de continuer même à son domicile eh bien, une activité par visioconférence ou autre, c'est du travail. Et donc, c'est du travail qui devrait être pris en compte et rémunéré par l'employeur et qui ne devrait donc pas faire l'objet d'une demande d'indemnisation auprès de l'administration. Donc, vous voyez, c'est sur ces situations-là, je pense, où il faut être vraiment, vraiment très clair pour éviter le risque de, qu'on vous accuse de fraude. Alors, la fraude, c'est un côté intentionnel. Ça peut être aussi une simple maladresse ou une méconnaissance, mais bon, il n'y a qu'un pas pour aller vers la fraude. Donc voilà, il faut bien scinder les choses. Arrêt total d'activité, on n'a plus rien à demander aux salariés. Maintenant, s'il s'avère que du travail doit lui être demandé, eh bien, on formalise les choses. On définit précisément le travail, les créneaux sur lesquels le salarié doit intervenir. Et surtout, eh bien, on ne déclare pas en heures chômées pour l'indemnisation ces heures qui ont été effectivement travaillées. On a encore un peu de Deux, temps. deux- deux dernières questions. Alors du coup, tu évoquais tout à l'heure la question de la prime Macron et la Oui. possibilité, dans le cadre de cette crise sanitaire, de verser à ses salariés une prime sans pour autant avoir conclu d'accord d'intéressement. Est-ce qu'on a la possibilité de moduler cette prime selon que les salariés ont été contraints de travailler sur le lieu de travail pendant la crise sanitaire et donc en prenant des risques par rapport à des salariés qui auraient télétravaillé? Mm. Est-ce que ça peut être un critère de modulation du montant de la prime? Alors, à mon sens, non. À mon sens, non, puisque les critères sont quand même très précisément déterminés par le Code du travail. Donc, ce type de critères ne me semble pas recevable pour moduler la prime. Euh, voilà. Après, si tu veux apporter des précisions, Adrien. Bah, en tout cas, ce qui serait peut-être compliqué, c'est effectivement de moduler le montant de cette prime pour une même catégorie de salariés, donc qui continuent à travailler pendant cette période, en faisant une distinction entre ceux qui télétravaillent et ceux qui travaillent sur leur lieu de travail. Par contre, effectivement, vous avez la possibilité de n'accorder cette prime qu'aux salariés qui continuera à travailler au détriment de ceux qui sont placés en chômage partiel total. En tout cas, c'est ce qui est prévu par le dispositif dérogatoire. Ouais. En fait, c'est la motivation qui est importante, c'est le critère qui est retenu où il faut pas, effectivement, il faut pas se tromper de terminologie dans le critère que vous allez mettre en place. Et peut-être une dernière question pour rassurer les personnes qui nous écoutent. Il y a des erreurs qui ont sans doute été commises dans le cadre des déclarations qui ont été faites sur le site Activité partielle. Est-ce qu'on a la possibilité de faire des rectifications? Absolument, absolument. Vous avez la possibilité de faire des rectifications. Écoute, hein, Florent, moi des questions, j'en ai encore 500, donc Ouais. on peut. Voilà. Alors voilà, on a essayé de faire une sélection. Donc désolé pour celles et ceux à qui on n'a pas pu répondre, mais vous comprendrez que c'est vu le volume de questions, ça n'est pas possible de toutes les traiter. J'espère que ce webinaire vous a été profitable et vous a permis à tout le moins de faire une mise à niveau ou alors au moins d'évacuer des questions ou des idées reçues
et de pouvoir avancer sur votre propre gestion. Comme je vous l'indique, pour ceux qui n'ont pas eu de réponse, je vous invite en premier lieu peut-être à vous retourner vers votre association profession sport et loisirs. Nous sommes de toute façon à leur côté en tant qu'experts depuis de nombreuses années pour les accompagner euh, dans leur activité de gestion administrative, donc de gestion des bulletins de paie, mais également de gestion donc des groupements d'employeurs. Donc voilà, n'hésitez pas, je vous souhaite à tous une bonne continuation et puis en espérant peut-être vous proposer une suite. Voilà, bonne fin de journée à tous, au Au revoir. revoir, merci.